Pensez à ce que vous connaissez de quelqu'un qui a vieilli avec une véritable lumière dans les yeux. Pas quelqu'un d'épargné par les difficultés, pas quelqu'un qui n'aurait jamais souffert, mais quelqu'un qui malgré tout rayonne d'une certaine paix. Peut-être est-ce une personne que vous avez croisée dans votre famille, une voisine, un patient que j'ai rencontré au fil de mes années de psychiatrie. Ces personnes-là existent. Et depuis longtemps, elles m'intriguent, elles m'émeuvent, elles m'enseignent quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Ce qui m'a frappé au fil du temps, c'est que leur bonheur ne ressemble pas à ce que la culture contemporaine nous présente comme tel. Ce n'est pas un bonheur bruyant. Ce n'est pas un bonheur qui se poste sur les réseaux, qui se performe, qui se prouve. C'est un bonheur plus discret, plus ancré, fait de petites choses répétées avec soin, de liens entretenus avec patience, d'une relation à soi-même qui a mûri comme un fruit qu'on laisse venir à terme sans le forcer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble 6 de ces choses que font les personnes âgées les plus heureuses. 6 habitudes, 6 attitudes, 6 façons d'être au monde que j'ai observées, que la recherche en psychologie positive confirme, et que je vous propose non pas comme une liste à cocher, mais comme une invitation à réfléchir à votre propre chemin. Parce que ce qui est beau avec ces enseignements, c'est qu'ils ne s'appliquent pas seulement à la vieillesse. Ils s'appliquent à maintenant, à vous tel que vous êtes aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Vieillir bien n'est pas une question de chance. Bien sûr, la santé joue un rôle, les circonstances de vie jouent un rôle. Mais les études longitudinales les plus sérieuses, notamment la fameuse étude de Harvard sur le développement adulte, qui a suivi des hommes puis des femmes pendant plus de 80 ans, nous montrent quelque chose de très clair. Ce qui prédit le bonheur tardif, c'est moins ce qui nous arrive que la façon dont nous apprenons à nous y rapporter. C'est moins la chance que les choix, souvent petits et imperceptibles, que nous faisons jour après jour. Alors laissez-moi vous accompagner pendant les prochaines heures. Dans cette exploration, je vous parlerai comme je parle à mes patients, comme je parle lors de mes conférences, avec la même intention, vous aider à vous plus clairement, à vous sentir moins seul et peut-être à repartir avec quelque chose de concret que vous pourrez emporter dans votre vie quotidienne. Commençons par la première de ces choses. Quelque chose qui peut paraître simple, presque évident, mais qui demande en réalité une forme de courage que peu de gens mobilisent vraiment. Les personnes âgées les plus heureuses ont appris à cultiver et à nourrir leurs liens affectifs avec une attention presque artisanale. Je dis artisanale parce que c'est exactement ça. L'amitié, le lien familial, la relation au voisin, à l'autre en général, tout cela ne se maintient pas tout seul. Comme une plante, cela demande qu'on s'en occupe régulièrement, sans attendre que ça soit parfait, sans attendre d'être dans la bonne humeur ou dans les bonnes conditions. Les personnes que j'ai rencontrées et qui vieillissent avec bonheur sont presque sans exception des gens qui ont décidé, souvent consciemment, de faire de leur relation une priorité, pas une priorité parmi d'autres. La priorité. Cela ne veut pas dire qu'elles ont des dizaines d'amis. Pas du tout. J'ai vu des personnes de 80 ans dont le cercle social se résumait à 3 ou 4 personnes et qui se portaient mieux que des gens de 50 ans entourés de 100 connaissances. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du lien et surtout la régularité de l'attention qu'on lui porte. Je pense à une femme que j'ai connue, appelons-la Marguerite. Elle avait 77 ans quand je l'ai rencontrée dans un contexte professionnel. Ce qui m'avait frappé chez elle, c'était qu'elle téléphonait à sa sœur tous les mardis matins depuis 40 ans. Pas parce qu'il se passait quelque chose de particulier, pas parce qu'il y avait une raison urgente, juste parce que c'était mardi
et que sa sœur savait que Marguerite allait appeler. Ce rituel simple, ce point fixe dans le temps, avait créé entre elles un tissu de confiance et de présence réciproque que rien n'aurait pu remplacer. Ce que la psychologie nous dit sur la solitude, et je le répète souvent parce que c'est fondamental, c'est que la solitude chronique est aussi dangereuse pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce que les données montrent. Et pourtant, nous vivons dans des sociétés où la solitude progresse, où les gens passent de plus en plus de temps devant des écrans qui simulent le lien sans vraiment l'offrir, où on peut avoir 500 contacts dans son téléphone et se sentir profondément seul. Les personnes âgées heureuses, elles, ne s'y sont pas laissées prendre. Ou si elles s'y sont laissées prendre un moment, elles ont trouvé le chemin du retour. Elles ont compris que le lien humain véritable demande une forme de présence physique ou vocale, une attention réelle, une vulnérabilité partagée. Ce n'est pas du tout pareil d'envoyer un emoji et d'écouter quelqu'un vous raconter sa journée, de regarder quelqu'un dans les yeux, de partager un repas, de se promener côte à côte en silence. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce mot vulnérabilité, parce que dans la culture dans laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi, la vulnérabilité était associée à la faiblesse. On n'exposait pas ses difficultés, on ne montrait pas qu'on avait besoin des autres. On se débrouillait. Et cette posture, je la comprends, elle vient souvent de blessures anciennes, de l'apprentissage douloureux que montrer ses besoins pouvait être dangereux. Mais ce que j'observe chez les personnes qui vieillissent bien, c'est qu'à un moment de leur vie, elles ont fait la paix avec leurs besoins des autres. Elles ont accepté que dépendre affectivement des gens qu'on aime n'est pas une faiblesse, c'est une condition de l'existence humaine. Et que l'admettre, loin de les fragiliser, les a libérées. Brené Brown, la chercheuse américaine qui a tant travaillé sur ce sujet, dit quelque chose que j'aime beaucoup. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse, c'est le berceau de toutes les connexions. Et les connexions, nous venons de le voir, c'est littéralement ce qui nous maintient en vie, en bonne santé. Alors, première question à vous poser maintenant, doucement, sans jugement, est-ce que vous entretenez vos liens affectifs avec la régularité et l'attention qu'ils méritent? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous pensez souvent mais que vous n'appelez pas assez, que vous ne voyez pas assez? Est-ce qu'il y a un geste simple, petit, que vous pourriez poser cette semaine, juste pour dire « Je tiens à toi, tu comptes pour moi ». Passons maintenant à la deuxième chose que font les personnes âgées les plus heureuses, et celle-ci me touche particulièrement parce qu'elle touche à quelque chose que j'observe au cœur même de mon travail de psychiatre. Ces personnes ont développé une relation apaisée avec leur propre histoire. Elles ont appris à raconter leur vie d'une façon qui ne les emprisonne pas. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Nous sommes tous des narrateurs de notre propre vie. Nous construisons constamment un récit intérieur sur qui nous sommes, ce qui nous est arrivé, pourquoi les choses se sont passées ainsi. Ce récit, nous ne le choisissons pas toujours consciemment, mais il est là et il façonne profondément notre façon de nous sentir et de nous comporter. Certaines personnes construisent un récit de victime. Leur histoire est une suite de choses subies, de torts reçus, d'injustices accumulées. Leur passé est une prison dont elles ne peuvent pas sortir. D'autres construisent un récit d'échecs. Tout ce qu'elles ont entrepris s'est soldé par une déception. Et cette conviction teinte leur façon de voir le présent et d'envisager l'avenir. Et puis il y a un troisième type de récit, celui que j'observe chez les personnes qui vieillissent avec sérénité. Un récit de croissance. Ces personnes ne nient pas leur souffrance. Elles ne prétendent pas que leur vie a été facile. Bien souvent, elles ont traversé des épreuves considérables, des deuils, des maladies, des ruptures, des échecs professionnels, des guerres parfois.
mais quelque chose dans la façon dont elle raconte ces épreuves est différent. Elle les intègre dans une narration plus large, où ces moments difficiles ont certes pesé, mais ont aussi forgé, enseigné, ouvert. Pas toujours, pas dans tous les cas. Mais souvent elles ont trouvé un sens, même partiel, même fragile, à ce qu'elles ont traversé. La psychologie appelle cela la résilience narrative. Et ce qui est fascinant, c'est que cette façon de raconter son histoire n'est pas figée. On peut, avec du travail, avec de l'aide parfois, avec du temps souvent, apprendre à revisiter son récit de vie d'une façon qui nous libère plutôt que de nous enfermer. Je pense à un homme, appelons-le Bernard, 70 ans, qui est venu me voir parce qu'il n'arrivait pas à trouver la paix depuis la mort de son fils, survenue 20 ans plus tôt. Pendant des années, il avait construit autour de cette perte un récit d'injustice absolue. Pourquoi lui? Pourquoi son fils? Ce questionnement insoluble le maintenait dans une douleur chronique qui colorait tout le reste de son existence. Le travail que nous avons fait ensemble n'était pas d'effacer cette douleur. Ce n'est ni possible ni souhaitable. C'était de trouver à côté d'elle de la place pour autre chose, de l'amour qu'il avait eu, des moments qui avaient existé, de la façon dont son fils avait marqué ceux qu'il avait connus. Petit à petit, le récit s'est élargi. La douleur était toujours là, mais elle n'occupait plus toute la place. Ce travail de relecture de sa propre histoire est quelque chose que les personnes âgées heureuses ont souvent accompli, pas nécessairement avec un thérapeute, parfois simplement à travers l'écriture, la conversation avec des proches, la prière pour ceux qui ont une pratique spirituelle, ou simplement le temps et la maturation silencieuse que permet la vieillesse quand on accepte de s'y laisser aller. Il y a quelque chose que Carl Gustav Jung disait et que j'aime citer: la vie de l'après-midi ne peut pas être vécue selon le programme de la vie du matin. En vieillissant, nous sommes appelés à une certaine forme de lâcher-prise sur les anciens récits, les anciennes définitions de nous-mêmes, les anciennes blessures, non pas pour les oublier, mais pour les mettre à leur juste place, pour qu'elles ne monopolisent plus toute notre énergie psychique. Deuxième question à vous poser, toujours avec douceur. Quel récit portez-vous sur votre propre vie? Est-ce un récit qui vous donne de l'énergie ou qui vous en prend? Et y a-t-il une façon de le regarder, même légèrement différemment, qui vous permettrait de vous sentir un peu moins lourd? Si ce que vous entendez jusqu'ici vous touche, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner à cette chaîne. Vous continuerez ainsi à recevoir ces réflexions sur la psychologie du bonheur et du bien vieillir, et vous contribuerez à faire grandir cette communauté de gens qui cherchent sincèrement à vivre mieux. Voici maintenant la troisième chose que j'ai observée chez les personnes âgées les plus heureuses, et c'est peut-être celle qui me surprend le plus parce qu'elle va à l'encontre de certaines idées reçues sur ce que serait une vieillesse sage et retirée. Ces personnes continuent à apprendre. Elles maintiennent une curiosité active pour le monde, pour les idées, pour les autres, pour les nouvelles façons de faire les choses. Je rencontre parfois des gens qui, à 60 ou 70 ans, ont l'impression que leur formation est terminée, que les grandes lignes de leur personnalité et de leurs connaissances sont tracées, et qu'il ne reste plus qu'à gérer ce qui vient. C'est une vision compréhensible, mais les recherches en neurosciences la contredisent de façon assez claire. Notre cerveau, jusqu'à un âge très avancé, est capable de ce qu'on appelle la plasticité, c'est-à-dire la capacité de créer de nouvelles connexions, d'apprendre de nouvelles choses, de se remodeler en réponse à de nouvelles expériences. Et au-delà de la neurologie, c'est psychologiquement que la curiosité joue un rôle fondamental. Les personnes qui maintiennent une ouverture au monde, qui continuent à s'enthousiasmer pour quelque chose, une idée, un sujet, un art, une pratique,
ont quelque chose que je pourrais appeler une raison de se lever le matin qui ne soit pas uniquement la routine ou la survie. Elles ont encore des projets, même modestes. Elles attendent encore quelque chose. Je pense à une femme de 82 ans que j'ai croisée lors d'une conférence où j'intervenais. Elle était là, au premier rang, carnet à la main, stylo en action. Après la conférence, elle est venue me voir et nous avons parlé pendant 20 minutes de concepts que j'avais abordés. Elle les nuançait, les questionnait, les reliait à d'autres lectures. Elle avait une vitalité intellectuelle que beaucoup de personnes de 30 ans lui auraient enviée. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle ne considérait pas ça comme un accomplissement particulier. Pour elle, apprendre était simplement quelque chose qu'on faisait, comme respirer, comme manger. C'était naturel. Cette curiosité, elle peut se manifester de 1000 façons différentes. Ce n'est pas nécessairement académique. Elle peut prendre la forme d'un intérêt pour le jardinage, pour la cuisine d'autres cultures, pour l'histoire de son propre quartier, pour apprendre à jouer d'un instrument à 65 ans, pour comprendre comment fonctionnent les étoiles ou comment poussent les champignons. Ce qui compte, ce n'est pas le contenu, c'est l'élan. C'est ce mouvement vers l'inconnu qui dit ⁇ Le monde est encore plus grand que ce que je connais et j'ai envie de l'explorer. Ce qui tue la curiosité, j'en suis convaincu, c'est souvent la peur. La peur de ne pas comprendre, de paraître ignorant, de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Ces peurs sont particulièrement actives chez les gens qui ont grandi dans des environnements où l'erreur était sévèrement punie, où la compétence était valorisée au détriment de l'exploration. Mais le vieillissement, paradoxalement, peut être une libération de ces peurs-là si on s'y engage consciemment. Quand on a 70 ou 80 ans, on s'en fiche un peu plus du jugement des autres. On a moins à prouver. Et cette légèreté peut ouvrir des espaces de curiosité qu'on n'avait jamais osé explorer. Carol Dweck, une psychologue de Stanford, a développé ce qu'elle appelle le concept de growth mindset, l'état d'esprit de croissance, qui consiste à croire que nos capacités ne sont pas figées, qu'on peut toujours apprendre et progresser. Et ce qu'elle a découvert, c'est que cet état d'esprit est non seulement possible à tout âge, mais qu'il prédit le bien-être et la résilience de façon très significative. Ce n'est pas une question de talent naturel ou d'intelligence innée. C'est une façon de se rapporter à l'apprentissage. Alors, troisième invitation à la réflexion. Qu'est-ce qui vous rend encore curieux? Qu'est-ce qui, quand vous en entendez parler, éveille en vous ce petit quelque chose qui ressemble à de l'intérêt? Et est-ce que vous vous donnez la permission de suivre cet intérêt, même si ça ne sert à rien de concret, même si personne ne vous le demande, même si vous êtes sûr de ne pas être le meilleur dans ce domaine? Maintenant, j'aimerais vous parler de la quatrième chose que font les personnes âgées heureuses, et celle-ci est profondément liée à la question du sens. Ces personnes ont trouvé, souvent, à travers le service aux autres, une raison d'être qui les dépasse. Ce que la psychologie existentielle, depuis Viktor Frankl notamment, nous enseigne, c'est que l'être humain a un besoin fondamental de sens. Pas seulement de plaisir, pas seulement de confort, mais de sentir que ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il est, s'inscrit dans quelque chose de plus grand que sa petite personne. Et ce besoin de sens, loin de diminuer avec l'âge, s'intensifie souvent. Les questions existentielles, qui peuvent être mises de côté pendant les années de pleine activité, reviennent avec force à la retraite, après un deuil, après une maladie. Quel sens a ma vie? Est-ce que j'ai contribué à quelque chose qui mérite d'avoir existé? Est-ce que je laisse quelque chose derrière moi? Les personnes âgées heureuses que j'observe ont généralement trouvé une réponse vivante à ces questions, non pas dans de grandes philosophies abstraites, mais dans des gestes concrets de contribution au monde qui les entoure. Elles font du bénévolat,
Elles transmettent leur savoir à des plus jeunes. Elles s'occupent de leurs petits-enfants avec un engagement qui n'est pas que pratique, mais qui est porteur de sens. Elles s'impliquent dans leur communauté. Elles aident leurs voisins. Elles participent à des associations. Ce qu'il y a de remarquable dans le service aux autres, du point de vue psychologique, c'est ce paradoxe apparent. En donnant, on reçoit quelque chose d'essentiel. Pas nécessairement de la reconnaissance, pas nécessairement de la gratitude, mais quelque chose de plus subtil et de plus nourrissant. On reçoit la conscience d'être utile. On reçoit la confirmation que notre présence dans ce monde fait une différence, même minime, même locale, même temporaire. Et cette conscience-là est l'un des antidotes les plus puissants à la dépression et au sentiment de vide que peuvent apporter les grandes transitions de la vie, comme la retraite ou le départ des enfants. Je me souviens d'un homme, appelons-le Henri, 68 ans, ancien cadre, dirigeant, qui était venu me consulter pour ce qu'il appelait une grande fatigue, mais qui était en réalité une dépression. Depuis qu'il avait pris sa retraite 2 ans plus tôt, il avait perdu le sens de sa journée. Il avait perdu le sentiment d'être important pour quelqu'un ou quelque chose. Et ce vide-là le rongeait. Nous avons travaillé ensemble et l'une des choses qui l'a le plus aidé a été de s'engager dans un programme de mentorat pour des jeunes entrepreneurs. Soudain, sa vaste expérience avait de la valeur. Soudain, ses erreurs passées devenaient des enseignements précieux pour d'autres. Soudain, il avait rendez-vous le mardi matin non plus avec le vide, mais avec quelqu'un qui avait besoin de lui. Ce n'est pas une coïncidence si la plupart des traditions spirituelles du monde placent le service au cœur de la sagesse. Ce n'est pas de la morale abstraite. C'est une connaissance profonde de la nature humaine, une connaissance que la psychologie contemporaine confirme avec ses propres outils. Nous ne sommes pas faits pour nous suffire à nous-mêmes. Nous sommes faits pour contribuer à un tissu social dont nous faisons partie et dont nous avons besoin. Si, jusqu'à présent, quelque chose de ce que vous avez entendu vous a fait réfléchir, je vous invite à prendre un moment pour vous abonner. Vous continuerez ainsi à recevoir ces réflexions sur la psychologie du bonheur, sur les façons de traverser les épreuves et de construire une vie qui a du sens. Et peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout cela. N'hésitez pas à lui partager. Continuons. 4e réflexion pour vous. Est-ce que vous avez dans votre vie actuelle un espace où vous contribuez à quelque chose qui vous dépasse? Un espace où vous donnez non pas parce qu'on vous l'impose, mais parce que ça vous nourrit. Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Et quelle serait la plus petite chose que vous pourriez faire dès cette semaine pour commencer à vous engager dans ce sens? Venons-en maintenant à la 5e chose, et celle-ci est peut-être la plus difficile à cultiver, la plus contre-intuitive dans notre culture, et pourtant la plus décisive pour le bonheur à long terme. Les personnes âgées les plus heureuses ont développé une pratique authentique de la gratitude et de l'appréciation de ce qui est. Je veux être précis ici parce que la gratitude est un concept souvent mal compris ou mal utilisé. Ce n'est pas l'optimisme naïf. Ce n'est pas se forcer à voir les choses en rose quand elles sont grises. Ce n'est pas nier les difficultés ou se reprocher d'être triste. La gratitude authentique, telle que je l'observe chez ces personnes, est une capacité à tenir en même temps, dans le même regard, les ombres et les lumières de l'existence. C'est la capacité à remarquer ce qui est beau, ce qui fonctionne, ce qui est précieux, même et surtout dans les moments où la vie est difficile. Robert Emmons, l'un des chercheurs les plus sérieux sur ce sujet, a montré dans ses travaux que la pratique régulière de la gratitude, aussi simple soit-elle, améliore de façon significative le bien-être psychologique, la qualité du sommeil, les relations interpersonnelles et même certains indicateurs de santé physique.
Ces effets sont observés chez des gens de tous âges, mais ils semblent particulièrement marqués chez les personnes âgées qui ont traversé suffisamment d'épreuves pour savoir que rien n'est acquis. Ce que j'observe chez les personnes qui vieillissent avec bonheur, c'est qu'elles ont une façon de prêter attention aux petites choses qui m'émerveillent. Elles remarquent le goût du café du matin. Elles s'arrêtent devant un coucher de soleil. Elles savourent la voix d'un enfant. Elles apprécient la chaleur d'une couverture en hiver. Ces choses-là ne sont pas des détails dans leur vie. Elles sont la vie elle-même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et dont j'ignore l'auteur précis, mais qui dit quelque chose d'essentiel. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on a. Ça paraît simple, mais creusons un peu. Dans nos sociétés, nous sommes constamment sollicités par des mécanismes qui fonctionnent exactement à l'inverse de la gratitude. La publicité nous dit que ce que nous avons n'est pas suffisant. Les réseaux sociaux nous montrent des vies qui semblent plus belles, plus intéressantes, plus réussies que la nôtre. Et notre cerveau, hélas, est câblé pour la comparaison ascendante, c'est-à-dire qu'il se compare spontanément à ceux qui ont plus, pas à ceux qui ont moins. C'est un biais évolutif qui a peut-être eu son utilité, mais qui, dans le monde actuel, est une source permanente de souffrance inutile. Les personnes âgées heureuses ont souvent appris, avec l'âge et l'expérience, à résister à ce courant, pas toujours consciemment, pas toujours de façon radicale, mais elles ont développé une sorte de sagesse pratique qui leur permet de revenir à ce qui est là maintenant, tangible, réel et précieux précisément parce que ça ne durera pas. Et c'est peut-être là le paradoxe le plus profond, c'est la conscience de la finitude, la conscience que tout cela prendra fin un jour, qui permet la gratitude la plus vraie. Les personnes qui ont traversé une maladie grave, qui ont perdu des êtres chers, qui ont regardé la mort en face, savent quelque chose que les autres ne savent pas encore vraiment dans leur corps. Que chaque jour qui s'ouvre est un cadeau, pas une évidence. Je me souviens d'une patiente, une femme de 75 ans, qui avait survécu à un cancer assez sérieux quelques années auparavant. Elle me disait, avant la maladie, j'avalais les jours. Maintenant, je les goûte. Et dans son regard, quand elle disait ça, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la plénitude, pas à de la résignation, pas à de la tristesse, à de la plénitude. Comment cultiver cette gratitude dans la vie quotidienne? Il y a des pratiques simples que la recherche soutient. Tenir un journal de gratitude, même quelques lignes le soir, en notant 3 choses qui se sont bien passées dans la journée. Prendre l'habitude de formuler des remerciements sincères, non pas par politesse automatique, mais par conscience réelle de ce qu'on reçoit. S'arrêter régulièrement, physiquement, dans le mouvement de la journée, pour remarquer ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est suffisant. Ces pratiques paraissent dérisoires. Elles ne le sont pas. Elles changent à long terme la structure même de notre attention. Elles entraînent le cerveau à scanner l'environnement à la recherche du positif plutôt qu'à la recherche du danger. Et ce glissement progressif de l'attention a des effets profonds sur la façon dont on se sent. 5e question à vous poser. Quand avez-vous remarqué quelque chose de beau pour la dernière fois? Pas quelque chose de spectaculaire, quelque chose de simple. La lumière sur un mur, le rire d'un ami, le silence d'une matinée. Quand avez-vous pris le temps de le voir vraiment, de le laisser centrer? Je voudrais maintenant vous parler de la 6e et dernière chose que font les personnes âgées les plus heureuses, et c'est peut-être celle qui intègre et porte toutes les autres. Ces personnes ont développé une relation bienveillante avec elles-mêmes. Je sais que ça peut paraître abstrait ou même un peu égocentrique à première écoute. Mais laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par là, parce que c'est au cœur de ce que la psychologie contemporaine, et particulièrement les travaux de Christine Neff sur l'autocompassion,
nous enseigne sur les fondements du bien-être durable. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec une voix intérieure très critique, une voix qui juge, qui évalue, qui compare, qui dénigre. Cette voix, nous l'avons souvent intégrée très tôt, parfois d'un parent exigeant, parfois d'un système scolaire compétitif, parfois d'une culture qui valorise la performance au détriment de l'être. Et pendant des années, des décennies parfois, nous traitons notre propre insuffisance imaginaire avec une sévérité que nous n'oserions jamais appliquer à un ami. Pensez à ça un instant. Si un ami vous appelle pour vous dire qu'il a raté un projet important, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites probablement que ça arrive, que ce n'est pas grave, qu'il a fait de son mieux, que vous êtes là pour lui. Mais qu'est-ce que vous vous dites à vous-même quand vous ratez quelque chose? Souvent, la voix intérieure est bien moins douce. Elle dit: Encore raté, évidemment, tu n'es jamais à la hauteur. Qu'est-ce qui t'a pris? Les personnes âgées heureuses ont, à un moment de leur parcours, opéré une sorte de réconciliation avec elles-mêmes. Elles ont accepté leur imperfection non pas avec résignation, mais avec quelque chose qui ressemble à de la tendresse. Elles se sont pardonné leurs erreurs passées, ou du moins elles sont en chemin vers ce pardon. Elles ont arrêté de se punir pour des choix qui appartiennent à un moi, d'autrefois, qui faisait de son mieux avec ce qu'il savait à l'époque. Ce pardon de soi, je veux insister là-dessus, n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas se dire que tout ce qu'on a fait était bien, que nos erreurs n'ont pas eu de conséquences, qu'on n'a rien à apprendre. C'est simplement reconnaître qu'on est humain, que l'erreur est constitutive de l'humanité et que se maintenir en état d'autopunition permanente ne répare rien et n'apprend rien. Au contraire, c'est une forme d'énergie perdue, une énergie qui pourrait être utilisée bien plus utilement pour réparer ce qui peut l'être et aller de l'avant. Je pense à un homme, appelons-le Gilles, 72 ans, qui portait depuis 20 ans une culpabilité liée à un conflit familial grave qu'il avait provoqué par ses comportements à une époque difficile de sa vie. Ce conflit avait abouti à une rupture avec l'un de ses enfants, et même si les choses s'étaient en partie réparées au fil des années, Gilles continuait à se flageller intérieurement d'une façon qui l'épuisait. Le travail que nous avons fait n'était pas de nier sa responsabilité. C'était de l'aider à voir qu'il pouvait à la fois reconnaître ses torts, en avoir tiré des leçons, et néanmoins se permettre de vivre le présent sans être constamment tiré vers ce passé douloureux. Que le pardon de soi n'était pas une trahison de ceux qui l'avaient blessé, mais une nécessité vitale pour lui permettre d'être pleinement présent maintenant dans les relations qui lui restaient. Cette bienveillance envers soi-même se cultive, comme toutes les choses dont nous avons parlé. Elle ne vient pas naturellement pour beaucoup d'entre nous. Elle demande une attention particulière à la façon dont on se parle intérieurement. Elle demande de remarquer quand la voix critique prend le dessus et de l'accueillir sans la laisser gouverner. Elle demande de s'offrir, dans les moments de difficulté, la même présence attentive et chaleureuse qu'on offrirait à quelqu'un qu'on aime. Christine Neff propose une pratique que je trouve très belle dans sa simplicité. Quand vous traversez un moment difficile, quand vous souffrez ou que vous avez commis une erreur, posez vos mains sur votre poitrine, sentez la chaleur de votre propre contact et dites-vous intérieurement: c'est un moment difficile. La souffrance fait partie de la vie. Que je sois bienveillant envers moi-même. Ces trois reconnaissances simples, la reconnaissance de la souffrance, la mise en perspective commune à toute l'humanité et l'invitation à la bienveillance, activent des circuits cérébraux liés à la sécurité et à l'apaisement qui sont exactement ceux qu'active la présence d'un être aimant à nos côtés. Nous approchons maintenant la fin de notre exploration et avant de conclure, je voudrais faire une pause pour vous remercier d'avoir été là jusqu'ici.
Ce n'est pas anodin de consacrer du temps à se demander comment vivre mieux, comment vieillir avec sagesse, comment être plus pleinement soi-même. Si ce contenu vous a accompagné, si une idée ou une image vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous ne savez pas toujours qui, autour de vous, cherche exactement ce genre de nourriture. Alors, récapitulons ensemble, doucement, les 6 choses que font les personnes âgées les plus heureuses. Non pas comme une liste de choses à faire, mais comme une invitation à contempler ces 6 directions, à voir lesquelles résonnent le plus fort en vous, lesquelles méritent votre attention particulière dans la période de vie où vous vous trouvez. La première, c'est cultiver ces liens affectifs avec régularité et attention. Prioriser les relations humaines authentiques sur tout le reste. Accepter d'avoir besoin des autres et d'en prendre soin. Nourrir ce tissu invisible mais vital qui nous relie à notre humanité commune. La deuxième, c'est développer une relation apaisée avec sa propre histoire. Apprendre à la raconter d'une façon qui nous donne de l'espace plutôt que de nous enfermer. Intégrer les épreuves sans s'y définir. Trouver, même partiellement, même imparfaitement, un sens à ce qu'on a traversé. La troisième, c'est maintenir une curiosité active pour le monde. Continuer à apprendre, à s'intéresser, à s'étonner. Ne jamais laisser la peur de ne pas être à la hauteur étouffer cet élan vers l'inconnu qui nous maintient vivants et engagés. La quatrième, c'est trouver dans le service aux autres une raison d'être qui dépasse son propre confort. Contribuer, même modestement, à quelque chose de plus grand que soi. Offrir ce qu'on a acquis, ce qu'on est devenu, à ceux qui peuvent en bénéficier. La cinquième, c'est pratiquer la gratitude authentique. Apprendre à voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est suffisant. S'entraîner à remarquer les petites choses précieuses qui composent la trame de chaque journée ordinaire. La sixième, et peut-être la plus fondamentale, c'est développer une relation bienveillante avec soi-même. Se traiter avec la même gentillesse qu'on accorderait à un ami cher. Se pardonner ses erreurs passées. Accueillir ses imperfections non pas comme des preuves d'insuffisance, mais comme des preuves d'humanité. Ces 6 choses ne sont pas 6 recettes miraculeuses. Elles sont 6 orientations, 6 façons de pencher sa vie dans une direction plutôt qu'une autre. Et ce qui les relie toutes, au fond, c'est quelque chose qui ressemble à ce que les Grecs anciens appelaient le soin de soi, epimeleia autou, cette attention constante et bienveillante à sa propre existence, non pas par narcissisme, mais par responsabilité envers soi-même et envers les autres. Parce qu'un être qui prend soin de lui-même, qui cultive sa santé psychique, qui entretient ses liens, qui vit avec sens et gratitude, cet être-là est un cadeau pour le monde qui l'entoure. Sa sérénité est contagieuse, sa présence est nourrissante. Sa façon d'être donne aux autres la permission de chercher eux aussi une façon de vivre plus proche de leur nature profonde. Vieillir bien, c'est finalement apprendre à être. Pas à faire de plus en plus, pas à accumuler de plus en plus, pas à performer jusqu'au bout. C'est apprendre à être présent à ce qui est, à qui on est, à qui sont les autres autour de nous. C'est une forme d'art. Un art qui s'apprend, qui se pratique, qui demande du courage et de la douceur à parts égales. Vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, je ne sais pas où vous en êtes dans votre propre chemin. Peut-être êtes-vous jeune et que tout cela vous semble encore lointain. Peut-être êtes-vous au milieu de la vie et que certaines de ces questions commencent à se poser avec une urgence nouvelle. Peut-être êtes-vous déjà dans la deuxième moitié du voyage et que vous reconnaissez dans ces mots des choses que vous avez vécues, traversées, apprises à vos dépens. Quelle que soit votre situation, je voudrais vous laisser avec une pensée. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à cultiver ces 6 attitudes. Et il n'est jamais trop tard non plus. Le moment présent,
ce moment précis où vous m'écoutez, est toujours le bon moment pour décider de regarder sa vie avec un peu plus de tendresse, un peu plus d'intention, un peu plus de présence. Le philosophe Sénèque, qui a tant réfléchi à l'art de vivre, disait: Commence. Le reste vient de lui-même. Et je crois profondément en ça. On n'a pas besoin d'une grande révolution intérieure. On n'a pas besoin d'avoir tout compris avant de commencer. On a juste besoin de faire un petit pas dans la bonne direction aujourd'hui. Téléphoner à quelqu'un qu'on aime. Noter une chose pour laquelle on est reconnaissant. Lire les premières pages d'un livre qui nous intrigue. S'engager dans une action bénévole, même minuscule. Se dire, au lieu de se critiquer, que l'on fait de son mieux. Ces petits pas, répétés, accumulés, transforment une vie. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais avec le temps, avec la constance, avec la foi que ça vaut la peine, ils créent quelque chose de solide, de vrai, de beau. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour votre présence, votre attention, votre disposition à vous laisser toucher par ces réflexions. Si ce contenu vous a été utile, si quelque chose a résonné en vous, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile. Peut-être quelqu'un qui cherche des mots pour nommer ce qu'il ressent. Peut-être simplement quelqu'un que vous aimez et à qui vous voulez dire, sans le dire directement, que vous pensez à lui. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.